Bonjour et bienvenue dans Cinéma sans frontières. Aujourd'hui, un casting d'enfer, puisque pour parler du film L'Enlèvement de Marco Bellocchio, eh bien, on a rien de moins que euh, Giovanni Grosso, qui est le directeur de l'Institut culturel italien de Strasbourg, et également notre ami Alessandro Zupardo, qui est un grand spécialiste de musique. Il a été le directeur des chœurs de l'Opéra du Rhin à Strasbourg, et puis il continue à voyager de par le monde, et entre Washington et Tokyo, il fait une halte à Strasbourg, et donc il nous fait l'amitié et l'honneur de sa présence, tout comme Giovanni nous fait l'amitié de sa présence. Nous allons parler du film L'Enlèvement de Marco Bellocchio, un film qui a été présenté au Festival de Cannes en mai 2023 et qui est sorti à l'automne 2023 et qui est un film absolument remarquable. Avant de commencer de parler du film, je voudrais juste rappeler le contexte historique. Euh, Ça s'inspire d'un fait divers réel, mais qui a été retravaillé par euh, euh, Marco Bellocchio et par sa scénariste Susanna Michieli, qui ont aussi ajouté leur propre interprétation personnelle. Et ce fait divers réel dont s'inspire le film est le suivant. En 1858, à Bologne, à minuit, euh, euh, aux portes d'une famille aisée juive, de confession juive de Bologne, eh bien, il y a la porte qui sonne et un notaire, un administratif, en quelque sorte, accompagné de gendarmes, eh bien, vient demander si quel est l'enfant qui s'appelle Edgardo, de cette famille qui a près de 8 enfants, pas près, tout à fait 8 enfants, et ils ont décidé, sur ordre du responsable de l'Inquisition de Bologne, qui est un neveu du pape Pie IX de l'époque, eh bien, d'enlever l'enfant à ses parents au prétexte qu'il aurait été baptisé quand il avait 6 mois, 6 ans avant, au cours d'une soirée de crise de fièvre. Et il apparaît assez rapidement que c'est une domestique qui a été d'ailleurs remerciée par la famille Mortara pour chapardise, qui est à l'origine de cette dénonciation, sous laquelle on peut deviner quelque chose qui serait de l'ordre de la vengeance un peu mesquine. Et c'est évidemment un drame, un déchirement, une tragédie pour cette famille qui est ainsi séparée. L'Inquisition dit que si les parents euh, renoncent à la religion juive et acceptent de devenir chrétiens, eh bien, ils pourront vivre de nouveau avec leur enfant. Sinon, c'est le Vatican qui prend en charge l'éducation de ce gosse. Euh, mais à travers plein de mensonges, etc. 1858, c'est le pontificat de Pie IX. Pie IX est devenu pape en 1846 et jusqu'à sa mort en 1878. Et à ce jour, c'est le pape qui a exercé son autorité pontificale le plus longtemps, près de 32 ans. Et c'était aussi un des plus réactionnaires. C'est lui qui a inventé le mythe de l'Immaculée Conception et la fameuse formule non possumus, nous ne pouvons pas, parce que le dogme prévaut sur la dimension humaine et le respect de la vie, et pour commencer de la vie des autres, même s'ils ne croient et n'ont pas les mêmes croyances que vous, que nous, que soi. Et donc, on est aussi dans le contexte du processus de l'unité italienne qui est qui est en cours, et le film va donc évoquer cette histoire-là. Alors, on pourra dire, mais Farouk, toi, tu n'es pas né chrétien, c'est vrai, mais j'ai la faiblesse de croire qu'il y a des valeurs universelles et que ces valeurs universelles concernent tout le monde, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la conviction religieuse, qu'on soit agnostique comme je le suis ou qu'on ne le soit pas. D'ailleurs, cette affaire avait fait un grand scandale dans l'Europe de l'époque, et même Napoléon III, pourtant protecteur du pouvoir temporel du pape, car le pape à l'époque était à la tête des États pontificaux, et dont Bologne faisait partie, et en même temps il était un souverain non seulement temporel, mais un souverain spirituel,
Et Napoléon III en était le protecteur. Grâce à la présence de troupes françaises, eh bien, le pouvoir du pape pouvait se maintenir à Rome. Même Napoléon III a critiqué cet enlèvement qui a été évalué comme étant très très cruel. Voilà pour le contexte historique. Et là-dessus vient se greffer ou s'inspirer le magnifique, très fort film, bouleversant film de Marco Bellocchio. Et peut-être que Giovanni, tu peux commencer par donner ton point de vue sur le film. Oui, mon point de vue, c'est que ce film nous rappelle comme la laïcité de l'État, c'est très important. Parce que quand les lois de la religion deviennent les lois de l'État, Ouais. on voit les droits individuels des gens disparaître. Et c'est ça aussi l'histoire d'Edgardo Mortara et de son enlèvement. Parce que, comme tu as rappelé, disons, le pontificat des Pie IX s'est caractérisé par on peut dire, un endurcissement disons, des principes religieux traduits en principes politiques. Et donc, l'affirmation de la religion chrétienne comme les principes principaux des États pontificaux, merci, des États pontificaux, mais pas seulement ça, parce que tu as rappelé que aussi, même Napoléon III n'était pas d'accord avec ce genre d'action de la part de l'administration de l'État Vatican, mais le pape, en se considérant un peu le chef des chefs, parce que son autorité descendait de Dieu, en fait s'en fichait des critiques, des observations des autres régnants. Et voilà qu'on voit comme tout principe, disons, tout principe pratique sont jetés par la fenêtre pour une question de principe, pour l'affirmation du principe. Il y a des moments, on peut rappeler des scènes du film, il y a des moments où sur cette grande table, il y a les feuilles, les journaux, les dessins satiriques. Le bureau du pape. Le bureau du pape, oui, qui regarde comme le monde a réagi à cette action. Et il s'appelle le secrétaire d'État, donc c'était son ministre des Affaires étrangères, lui rappelle que si les Rothschild qui financent les États pontificaux ont critiqué cette action, etc. Donc, si les finances de l'État sont en danger, parce que s'ils retirent leur crédit, ils risquent de faillir. Mais la réponse du pape est très rigide, très forte. Il dit les principes, ça force tout. Oui. Merci Giovanni. Et toi Alessandro, tu as découvert le film qui a été montré, je dois le dire, la semaine dernière dans le cadre de Trésor du cinéma italien, organisé conjointement par l'Institut culturel italien de Strasbourg et l'ERCA Odyssée. Et le film a été présenté au cinéma Le Vox. Oui, je peux dire que cette histoire, je la connaissais, c'est très connu. Et c'est pas l'unique cas, parce qu'on voit aussi dans les films qu'il y a des autres enfants qui étaient enlevés à des familles parce qu'ils étaient juifs. Ça veut dire il y a eu un trafic d'enfants juifs, même jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Ce pape-là, moi je le connais un peu plus d'un autre côté, parce que quand je parle de Verdi, quand je fais des conférences sur Verdi,
sur le risorgimento, et bien sûr, il faut parler de Pie IX. Pourquoi? Parce qu'il était un pape aussi assez aimé par les Italiens. Parce qu'au début, il était assez libéral, alors que les nations étrangères le regardaient un peu mal, parce qu'il a fait beaucoup pour les pauvres, il a fait beaucoup pour Rome, il a restauré des théâtres, le Colosseo aussi. Et alors, c'était curieux parce que dans un moment musical dans l'histoire de l'Italie, où il y avait Verdi comme protagoniste, il y avait aussi des manifestations d'amitié vers ce pape-là, euh, parce que parfois il utilisait la musique de Verdi, qui n'avait pas écrit des choses vraiment patriotiques, comme on s'imagine toujours, mais il prenait la musique de Verdi avec du texte, avec des poèmes dédiés au pape pour les célébrer comme ça. Alors c'était une figure très importante. Dans le film, je ne sais pas si est bien comment dire, souligné sa vraie, comment dire, il n'est pas, sa personnalité au-delà de certaines scènes où il est vraiment rigide, comme on dit, on parle pas vraiment du pape, c'est plutôt le cardinal qui était dans l'inquisiteur Felletti qui a fait cette histoire-là. Oui, c'est un film assez triste parce qu'on voit le déchirement intérieur. Le déchirement dans la famille, parce qu'enlever un enfant c'est une tragédie, mais aussi dans la personnalité de cet enfant. À la fin, à la fin, on peut croire, mais moi personnellement, je ne crois pas qu'il a vraiment réussi à passer d'une religion à l'autre sans avoir un vrai trauma. Parce qu'il y a deux scènes, la scène où, à la mort de Pie IX, la population veut jeter le pape dans la fleuve. Je t'interromps juste, oui. Le pape ne voulait pas, enfin le Vatican ne voulait pas il voulait être enterré le pape en dehors du Vatican, Oui. et il ne voulait pas d'avoir un cortège de gendarmes d'un pouvoir royal qui avait isolé le pape uniquement dans l'enceinte du Vatican et qu'il considérait comme usurpateur. Oui. Donc c'est la raison pour laquelle le cortège, les funérailles n'étaient pas protégées par la force publique italienne. Oui. Et c'est vrai qu'il y a eu des manifestations très hostiles, ça c'est une donnée historique réelle. Voilà, oui, non, c'est bien d'ajouter des détails, c'est très bien. Non, mais dans ce moment-là, le personnage, ça veut dire cet enfant maintenant devenu adulte, a un moment de réaction, comment dire, très spontané, mais assez brutal. Il veut s'unir à cette personne qui veut jeter le pape dans la fleuve. Après, il disparaît, après, il échappe parce qu'il n'a pas le courage de le faire. Ça veut dire, oui, la lacération, le déchirement, comme on dit en français. C'est le déchirement. Déchirement, c'est très clair dans cette scène-là, et aussi dans la scène finale, presque finale, où il essaie de baptiser sa mère sur son chevet. Son chevet. À son chevet, alors que la mère dit non, je ne veux pas. Et il reste surpris, et il reste bouleversé de cette décision de sa mère. Ça veut dire tout le chemin qu'il a fait, ce chemin de croyance dans une autre foi. Finalement, on n'a pas l'impression qu'il a vraiment adhéré à sa vraie personnalité. Parce que quand il était enfant et il a rencontré sa mère, une fois qu'il a rencontré sa mère, il a dit moi je continue à dire tous les soirs les prières juives. C'est une tragédie, mais on a déjà parlé beaucoup de ça.
Et à propos de la musique, comme j'avais dit le jour où on a vu la projection, cette jeune compositeur qui s'appelle Fabio Massimo, déjà un nom très, Très important, ouais. oui, Fabio Massimo Capogrosso, a accompagné ce film avec une musique qui peut avoir, je ne sais pas si en français on dit une fonction diégétique, ça veut dire qu'ils suivent les images, il illustre l'action. Il illustre l'action sans avoir, ça veut dire qu'il est violente dans les moments violents, assez calme et sombre dans les moments plus sombres. Et je crois que ce compositeur a une bonne technique de composition, l'orchestration est très belle, mais on ne voit pas un style qu'on peut définir caractérisé par une invention des mélodies qui restent dans... il n'a pas la force suffisante pour nous donner un vrai thème pour le film. C'est une musique un peu d'accompagnement très bien faite et je l'appréciais. Ben, tant mieux. Je crois que c'est un film qui est très courageux parce que comme à son habitude, Marco Bellocchio, il prend plaisir et même il considère que c'est un devoir de presser avec le doigt de sa caméra là où ça fait mal dans Oui. l'histoire de l'Italie. C'est un film qui combine qui conjugue de façon très très habile et subtile la grande histoire, le contexte général, le pape Pie IX, dont le portrait qui est proposé dans le film est un portrait qui est effectivement à charge, c'est-à-dire qui est négatif. Oui, bien sûr. Il n'y a aucun aspect positif du pape. Personnellement, j'y souscris, mais bon, c'est un point de vue personnel que je partage avec moi-même. La petite histoire, c'est-à-dire celle de cette famille Mortara, avec le père, la mère, et puis les frères et sœurs, bien sûr, mais surtout ce petit Edgardo, qui est la victime, au fond. Comme disait Brecht, il y a ceux qui vivent et ceux qui sont vécus, et bien lui, il est vécu par le courant traumatisant de l'histoire. Et le film est, sur le plan de l'expression cinématographique, est aussi extraordinairement bien fait, avec cette pudeur et cette modestie qui consiste pour Marco Bellocchio à se mettre au service du sujet traité et non pas à utiliser le sujet pour faire preuve de démonstration esthétique un peu inutile ou formaliste. Oui, et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et par exemple, il y a des scènes qui sont d'une grande force, on l'avait évoqué dans le débat. Je trouve que les parents rendant visite au Vatican à l'Institut de catéchèse œcuménique, non pas œcuménique, mais catéchèse, où se trouve le petit Edgardo, eh bien, ont l'occasion de voir, séparément d'ailleurs, le petit Edgardo. Il y a la scène du père. Alors tous les amis de Edgardo, du père d'Edgardo, lui avaient dit, dis à petit Edgardo que ta mère ne va pas bien, pour que justement il fasse une crise au fond et qu'il démontre qu'il ne va pas bien. Lui, par amour paternel, c'est une figure d'une grande sérénité, d'une grande bonté, le père, je trouve, tel qu'il est interprété par Marco Bellocchio et sa scénariste. Eh bien, pour ne pas faire de peine à son fils, il dit non, ta mère va bien, elle allait le tout dernier nouveau-né, il essaye de le réconforter. Et il y a une scène comme ça où ils sont séparés par le vide de la pièce, et ce vide qui les sépare eh bien, apparaît comme un mur infranchissable entre deux. Et il est penché vers son fils, mais il peut pas il n'a pas la force de le toucher. Il y a quelque chose qui s'interpose entre eux. Et dans la même pièce, il y a la scène avec la mère, qui là aussi est une scène qui est assez bouleversante et très forte, où la mère eh bien, lui arrache le crucifix qu'ils ont mis, la croix plutôt, qu'ils ont mis autour de son cou, les gens du Vatican. Et c'est là que le fils s'élance en
en pleurs dans les bras de sa mère en disant, comme tu l'as dit Alessandro, qu'il faisait sa prière. Au fond, le petit gosse qui est Edgardo, il pensait naïvement compatible le fait d'être à la fois de respecter l'autorité chrétienne, catholique, et de continuer son identité juive. Or, c'est son identité juive qui est évidemment déniée par un déni d'identité imposé par le Vatican, qui fait un chantage aux parents aussi. Et effectivement, il y a aussi la scène que tu as évoquée où soudain il se lance dans des insultes vis-à-vis de la dépouille du pape, oui, au moment où on le conduit à l'église où il va être inhumé. Et je pense, moi, que là, ça c'est une interprétation, parce qu'on ne sait pas si ça a été vrai ou pas. Ça, personne n'a aucune donnée matérielle qui va dans ce sens. Mais il y a comme une espèce à la fois de cri de désespoir de Edgardo et de rêve un peu infantile et impossible, évidemment, parce que il est lui aussi, il a été traumatisé par le fait que les parents, évidemment, ne veulent pas, le père notamment ne veut pas lui faire de peine, mais il est hors de question pour les parents de renier leur confession juive et leur identité essentielle, n'est-ce pas, pour pouvoir être avec Edgardo. Et peut-être que là, il y a aussi un ressentiment qui reste, oui, et en même temps, c'est peut-être la raison pour laquelle il essaye alors que sa mère est mourante, il essaye de la baptiser dans un geste qui est absolument impossible, et la mère, avec une force, alors qu'elle est devenue presque sans force et qu'elle va donner son dernier souffle, eh bien elle dit, je suis née juive et je meurs et je mourrai juive. Et c'est ça qui a déstabilisé. Au fond, il n'a pas pu cicatriser cette déchirure qu'il avait vécue. Et ce qui est bien de la part comme choix de Marco Bellocchio, c'est qu'il refuse le parti pris du pathos, il refuse le parti pris de plaindre un peu ou de communier, si je puis dire, de façon plus profane, avec le personnage d'Edgardo, parce que Edgardo, adolescent, il a à peine 18 ans à la fin du film, eh bien, il est incarné par un jeune acteur tout à fait talentueux qui est présenté d'une façon avec une espèce d'exaltation juvénile morbide dans le film. Et ça, c'est quelque chose qui est assez formidable. C'est-à-dire que... Ah, si on voit cette scène où le pape le force à lécher le pavé, on fait 3 fois le signe de la croix par terre. C'est-à-dire que le film montre aussi, je dirais, la perfidie perverse de la stratégie du Vatican. C'est-à-dire que, et face à ça, eh bien, le petit Edgardo, ou le jeune Edgardo, fait plusieurs actes manqués. Le premier acte manqué, c'est qu'il se précipite une fois qu'il a été ordonné prêtre pour baiser le pied du pape, mais il le bouscule et il le fait tomber. Et en pénitence de cela, le pape lui ordonne de lécher 3 fois le sol, ce qui n'est pas très sympathique de la part du pape, on est bien d'accord. Donc ça c'est le portrait, il est très caractérisé. Et là, le pape note comme l'importance de la vertu de l'obéissance. Voilà, obéir, se taire et accepter au fond la soumission totale. Et par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le film montre aussi, à contrario, que à partir du moment où un petit juif renonce, soi-disant spontanément, et en réalité le film nous montre que c'est au prix d'un déchirement inhumain, dramatique, une mutilation totale qui est monstrueuse, eh bien rien n'empêche un ancien juif de devenir un bon catholique. Alors que l'antisémitisme qui apparaîtra à partir des années 1880, notamment dans les pays de l'Europe du Nord et en Allemagne et en Autriche, il sera fondé sur une idéologie du sang. C'est-à-dire que les Juifs sont mauvais
parce qu'ils ont un sang qui est impur, donc irrattrapable, inassimilable. Là, on parle d'assimilation, c'est-à-dire que tu deviens des nôtres à la condition de renoncer à toutes tes spécificités, à toutes tes particularités individuelles. Donc, c'est une forme d'anonymisation, et c'est le refus de tout libre arbitre, en quelque sorte. Et le film est un grand film, mais j'ai parlé un peu trop longuement et je vous laisse le soin de dire chacun votre mot de la fin. On commence par Alessandro, d'accord? Moi, je voulais ajouter seulement une petite chose, et c'est pas très important, mais aussi ça rend le film parfois un peu plus léger, même dans la tragédie. Ce que j'ai apprécié, sont des petits moments d'ironie dans le film. Il a parlé de quand les papes à son bureau, toutes les caricatures, d'un point de vue filmique, il y a cet temps accéléré, comme on dit, et on a des animations, des caricatures, ou bien quand il décrit le rêve du pape qui a peur d'être circoncis. Voilà, à l'insu de son plein gré, comme on dit. Oui, oui. Et ça, sont des choses un peu géniales qui rendent le film pas seulement, comment dire, historique, documentaire, mais lui donnent une dimension aussi artistique. Un flair ironique. Oui. Si, mais artistique, ça sort de l'art, de l'histoire vraie. L'humain est plus fort que le dogme, parce qu'au fond, ce pape, il s'accroche de façon fanatique au dogme, au moment où son pouvoir temporel est de plus en plus affaibli. C'est ça aussi. Il y a une crispation ultime avant de disparaître en tant que pouvoir temporel. Giovanni. Bon, ça aurait été une belle mot de la fin pour terminer. Moi, pour ma part, moi, je voulais seulement souligner la valeur aussi filmique, cinématographique de ce film, parce qu'en fait, Bellocchio a fait un film très intéressant, très beau, très puissant, où les caractères sont bien traités et bien décrits. Et là, je voulais, en fait, alors pour terminer, souligner l'importance de la figure de la mère. Parce que c'est vrai que une histoire qui est faite par des hommes, qui est faite par l'inquisiteur général Feletti, qui est faite par les papes, qui regarde, disons, l'histoire de ce petit gamin qui est séparé de sa famille, on voit une figure qui reste présente, forte, qui réussit à, disons, à déclencher des moments de vérité dans les récits ou dans les rêves de la religion. Parce que dans la scène que tu as évoquée, dans la rencontre de la mère avec le petit Edgardo lors de leur premier voyage à Rome, quand elle réussit à bâtir le mur invisible que tu as évoqué, qui était entre le père et son fils. Donc elle réussit à avoir un contact avec son fils qui réagit, qui à la fin sort dans son spontanéité et donc réévoque le monde des affections disons, en déchirant et en détruisant cet monde des mensonges qui était construit autour du petit Edgardo. Et ce qu'elle fait aussi en point de vent, lorsque Edgardo, en pensant de la sauver en fait, parce qu'elle aime sa mère, et donc dans ces nouvelles conventions, il essaie de la convertir. Elle dit non. Et donc elle dit non
moi je suis juif, je vais mourir juif. Et dans ça, on voit la force aussi du féminin qui emporte la vérité dans un monde de rêves construit par des hommes. Voilà. Eh bien, moi je n'ai qu'une chose à dire. Merci beaucoup, cher Giovanni, cher Alessandro. Merci Farouk. Merci Farouk. Au revoir.